toi qui habites ces retraites vénérées. Ô Lacos, viens sur ce gazon présider aux danses, parmi les thiazes sacrées, agitant sur ton front la couronne de myrte aux 1000 fruits et toute frémissante. D'un pied hardi, figure ces attitudes libres, joyeuses, pleines de grâce, religieuses, la danse sainte des mystes sacrés. Bonsoir et merci pour votre invitation. Je suis bien heureux de pouvoir vous parler de la mythologie grecque et du théâtre, qui sont des domaines que je connais plutôt bien parce que je les ai creusés. J'ai fait mes études en philologie classique et mon mémoire de fin d'études était consacré à l'étude du courage dans l'œuvre de l'un des trois tragiques qui s'appelle Euripide. Je m'appelle donc David Tung et je suis très heureux d'être avec vous dès ce soir. Alors, je vais d'abord, dans cette première vidéo, vous parler des données basiques à avoir en tête à propos du théâtre et par ailleurs de la mythologie. La mythologie, bien sûr, tout le monde connaît ces grandes histoires, ces histoires qui d'ailleurs racontent des règles morales, des idées importantes, des concepts et des valeurs qui sont défendus ou qui sont démontrés par le contraire par des personnages importants dont on se racontait les histoires oralement de village en village ou bien par exemple de génération en génération, un peu comme on le faisait encore dans certains endroits, encore dans notre pays il y a quelques années, au coin du feu, le grand-père qui raconte des histoires. Eh bien, on peut dire que la mythologie est un peu aussi à valeur morale, c'est-à-dire ces récits avec Édipe, Agamemnon, Ménélas, la guerre de Troie, Ulysse, Priam, Écube, Médée, Oreste, Alceste ou encore d'autres, et bien ces personnages sont des personnages presque familiers. C'est des personnages qui vont avoir la délicate mission eh bien, d'incarner des valeurs ou le contraire de ces valeurs et qui vont donc euh, être dans des aventures importantes où ils vont affronter soit des personnages humains comme eux, ou bien des personnages qu'on appelle des héros, c'est-à-dire de demi-dieux ou de demi-déesses, qui vont affronter également des monstres, c'est-à-dire des personnages effrayants, des personnages qui sont souvent des divinités primitives qui n'ont pas été contrôlées, ou encore, bien sûr, dans des récits d'initiation. Ces récits d'initiation qui auront une vocation, finalement, en étant racontés de génération en génération, de village en village, de coin en coin, finalement presque de peuple dominateur à peuple dominé. Eh bien, ce seront des histoires qui vont servir de préceptes moraux. Ça, c'est pour la mythologie. Concernant maintenant le théâtre. Le théâtre est un événement artistique qui est lié finalement aux premières manifestations religieuses. Dans son livre Histoire illustrée du théâtre, André Degaine a prouvé et a montré, grâce à des dessins, puisqu'il a absolument tout fait à la main pendant des années et des années, le fruit d'une érudition formidable, il a montré que les premières manifestations religieuses ont amené assez rapidement des rôles, des fonctions, des personnalités qui avaient pour mission eh bien, d'incarner des épisodes de la vie des divinités, de la vie des héros également, avec deux valeurs principales, si je peux me permettre de résumer très vite. D'une part, elles pouvaient servir d'imitation, c'est-à-dire que c'était des valeurs morales extraordinairement positives, importantes, porteuses, positives. Ainsi en est-il de certaines femmes ou de certains hommes qui, par leurs actions, leur bravoure, leur courage, leur résistance face à la souffrance, la douleur, les problèmes du destin, incarnaient des valeurs morales très importantes lors des pièces de théâtre. Ça, c'est plutôt la tragédie. Par ailleurs, il y a la comédie. Et la comédie, c'est évidemment les contre-exemples à ne surtout pas suivre. C'est des personnages ridicules,
Des personnages qui ne sont pas forcément liés d'ailleurs à la mythologie, c'est parfois aussi des personnages qui sont liés à l'histoire. Et ces personnages vont être présentés sous un jour rabaissant, avilissant, réducteur, ridicule. Et ces personnages, bien sûr, vont être pris dans l'histoire, mais plus dans l'histoire de la vie quotidienne, ou alors s'il y a des visions qui permettent à tous les spectateurs de s'identifier à eux ou de se mettre à leur place, c'est aussi dans des épisodes un peu exceptionnels. Et là, on touche presque au domaine de la mythologie. Alors, comment le théâtre est-il né? Eh bien, le théâtre est né à la suite de processions, d'événements rituels en lien avec le dieu Dionysos. Dionysos, fils du dieu des dieux, du patron des dieux, du chef des dieux, Zeus, du coup, ou Jupiter pour les Romains, et d'une princesse thébaine qui s'appelait Sémélé, qui lui a demandé à Zeus de se montrer sous son jour le plus éloquent, aidé en cela, bien sûr, par Héra, la femme et par ailleurs la sœur de Zeus, qui, jalouse comme un pou, avait décidé de punir son mari, mais là, elle a mal choisi sa proie, puisqu'elle va punir la pauvre Sémélé, qui va se faire foudroyer lorsqu'elle va demander à Zeus de se montrer dans sa pleine gloire. Très tôt, donc, ce personnage un peu effrayant, un peu étrange, un peu angoissant par certains aspects, mais aussi tout à fait débridé, va devenir le dieu du vin. On ne sait pas forcément le lien entre cet épisode lié aux conditions de sa procréation. Par contre, on sait que chaque fois que Dionysos se baladait dans un environnement, dans une ville, dans une île, dans un endroit qu'il découvrait, eh bien, il avait l'habitude, représentée sur de nombreux vases ou sur de nombreuses fresques murales, eh bien, de planter un pied de vigne afin que ce côté déraisonné, déraisonnable, déchaîné quelque part, puisse être représenté et puisse être suivi. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien entre le théâtre et le vin? Eh bien c'est très simple, puisque lors des processions pour Dionysos, les bacchantes notamment, des femmes qui avaient souvent pris pas mal de vin, et c'était pas du vin de messe, c'était du vin très pur, comme ça, du vin qui n'était pas adouci forcément, eh bien ces bacchantes faisaient des processions, disons, très débridées, au cours desquelles elles représentaient les épisodes de la vie du dieu avec force geste, avec force expression, avec des masques évidemment. Et très vite, en fait, dans ces processions, il y a eu deux aspects différents. Premier aspect, l'aspect dramatique, exagéré, les larmes, les sanglots, les soubresauts de quelqu'un qui vit l'ivresse, mais une ivresse désagréable. Et par ailleurs, le côté délirant, déchaîné et donc comique de ce que l'ivresse pouvait permettre. Très vite, ces processions, avec les bacchantes notamment, mais aussi d'autres personnages dont je ne vais pas parler ici pour ne pas embrouiller le schéma, très vite, des personnages vont prendre une allure plus importante. C'est-à-dire que c'est des personnages qui vont finalement incarner des rôles plus précis, qui vont se mettre au centre de la procession, puisque la procession pouvait aussi être une espèce de rond, un peu comme dans certains cultes d'aujourd'hui, dans certains rites d'aujourd'hui. Je pense par exemple aux derviches tourneurs, hein, qui sont aussi dans un mouvement de rond et de cercle. Et donc, dans ces processions, quelqu'un va prendre un rôle plus important. Ce sera un protagoniste. Et pour le mettre en évidence, on va le mettre sur un tréteau. Vous voyez comme quoi le théâtre, tout comme d'ailleurs plus tard le théâtre à l'époque du Moyen-Âge, naît de la religion ou du respect au niveau des divinités et va très vite s'en extraire. Fille marécageuse des eaux,
Unissons les accents de nos hymnes au son de la flûte, le chant harmonieux, Koa, Koa, que nous entonnons dans le marais, en l'honneur de Dionysos de Nyssa, fils de Zeus, lorsque la foule enivrée, le jour de la fête des marmites, se porte vers notre temple. Alors il convient maintenant de préciser les conditions dans lesquelles le théâtre s'est développé. Bien sûr, comme on s'en doute, le théâtre a d'abord été une affaire campagnarde. C'étaient les cultes qui s'organisaient à la campagne, lors des moments importants, les moissons, les moments où on semait également les plantations, les moments où on les recoupait. Généralement, ça ne se passait pas en hiver, pour des raisons évidentes, puisque l'hiver étant rude, les personnes restaient chez soi et s'acquittaient des devoirs envers les divinités de la campagne. Bien sûr, pas que Dionysos, il y avait aussi Cérès ou Déméter, qui était la déesse mère, la déesse des moissons, entre autres. Il y avait Pan, il y avait certains satyres, il y avait la déesse Flora chez les Romains. Donc il y avait des cultes comme ça qui s'organisaient quand même chez soi et qui ne nécessitaient pas forcément de se rassembler. Si Dionysos a été autant célébré, c'est parce qu'il incarnait, comme je vous l'ai signalé il y a quelques instants, les forces déchaînées, finalement ces forces qui sont incontrôlables, en particulier, bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une foule qui va se livrer à ces déchaînements-là. Bien sûr, au cours du temps, les politiques ont compris que c'était important de canaliser cela. Imaginez simplement un déchaînement collectif qui se déroule au moment où on a besoin des hommes pour la guerre, où on a besoin des femmes aussi pour assurer la pérennité des ménages, à l'époque où vous savez que la société était absolument dépendante des hommes à l'extérieur, des femmes à l'intérieur des maisons. Et donc, les politiques vont très vite s'en mêler. Comme vous le savez, la politique, la religion, à l'époque, ne posaient pas de problème. On se rappelle quand même que les dieux, les déesses, faisaient partie intégrante de la vie de la cité, et que quelque part, quoi que l'on fasse, où que l'on aille, quoi que l'on dise, il fallait savoir si les dieux étaient avec nous, ce qui représente une dépendance terrible, mais une dépendance qui aujourd'hui nous semble assez anecdotique quand même, puisque les divinités, en fait, n'avaient pas beaucoup d'impact sur la vie des gens. Alors, concernant Dionysos, on va concevoir l'importance finalement de lier les cérémonies, les processions, les moments de célébration pour Dionysos à des moments où on alertait, où on avertissait finalement la population de ce qu'il ne fallait surtout pas faire et de ce qu'il fallait faire par ailleurs. En outre, le théâtre permettait, on a quelques exemples de ça, eh bien, de rappeler certains moments importants de l'histoire des cités, de l'histoire des cités grecques ou de grands personnages grecs. Je pense particulièrement à une pièce qui est la pièce Les Perses d'Eschyle, qui a été faite à l'occasion finalement de la victoire des Grecs sur les Perses et qui va montrer non seulement une espèce de supériorité des cités grecques, bien qu'elles soient absolument divisées de manière générale, et finalement le caractère moins civilisé, plus, plus, plus perdu, plus perturbant, plus, plus pernicieux finalement des Perses dans cette histoire. Il s'agissait donc de rappeler par ce par quoi les épreuves par lesquelles les Grecs étaient passés pour ne pas qu'ils reproduisent cela. L'ironie du sort, c'est que quelques années après la représentation des Perses, et même si les différentes parties de cette pièce étaient connues par cœur par le public, par cœur par les politiques et par cœur par les militaires, les mêmes erreurs et les mêmes problèmes de division vont à nouveau infester les cités. On est parti de la campagne et on arrive tout naturellement vers le 6e, 5e siècle, à un siècle extraordinaire. Un siècle au cours duquel la ville d'Athènes en particulier va prendre une importance primordiale. On dira que c'est le fameux siècle d'or, le siècle d'Athènes, où Athènes va occuper une place prépondérante. Elle va occuper une place prépondérante en matière culturelle, en matière cultuelle, en matière politique, économique, à tel point qu'on a pu également parler de l'hégémonie d'Athènes,
Ce qui, notez-le bien en passant, ne va pas manquer de mettre les autres cités, Thèbes, Mycène, Delphes par exemple, ou Sparte évidemment, contre la ville d'Athènes. Mais c'est donc là que tout va se passer. C'est là à Athènes que l'essentiel de la vie intellectuelle va se dérouler. C'est bien pour cela que c'est essentiellement à Athènes qu'on va trouver les plus grands poètes, que ce soit du côté comique ou du côté tragique, qui vont imprimer leur marque et qui vont donc être repris, imités, recopiés, peut-être critiqués par non seulement leurs contemporains, mais aussi par les Romains, qui, du point de vue du théâtre, ont peut-être moins marqué les choses, hormis bien sûr Plaute et Terence. Et je vais donc maintenant vous parler des différents poètes qui ont marqué l'histoire du théâtre. Euh, dans l'histoire du théâtre tragique, il y a trois poètes essentiels, on appelle ça des poetae tragikoi, les poètes tragiques. On en connaît trois, on sait qu'il y en avait beaucoup, on savait que la poésie tragique avait globalement énormément de succès à Athènes, qui était une cité moralement très forte, où il y avait des appels incessants pour qu'on respecte les dieux. C'est pour cela que les poètes tragiques ont été globalement, il faut bien le dire, mieux connus, mieux transmis, peut-être mieux reproduits, ce qui ne va pas dire que le poète comique grec que nous connaissons va être moins peut-être reproduit, on y viendra en quelques instants. Mais toujours est-il que pour les poètes tragiques, on a dans l'ordre chronologique, on a Eschyle, qui est né en 526 et mort en 456. On a ensuite Sophocle, 496-406, et puis Euripide, qui lui est né en 480 et mort en 406. Ces dates évidemment sont relativement sujettes à caution, on n'a pas d'indication absolument précise. La vie de certains poètes tragiques n'est pas tout bien connue, et il se peut parfois qu'il y ait des confusions entre les différentes vies. Eschyle est un poète très religieux qui va insister globalement sur la responsabilité de l'être humain. Sophocle va être le poète tragique de l'isolement, de cette solitude terrible de l'homme face aux épreuves. C'est notamment de l'homme ou de la femme d'ailleurs. C'est notamment grâce à Sophocle qu'on connaît les histoires relatives à Édipe et à Antigone qui ont été magnifiquement traitées par ce poète-là. Et enfin, on a Euripide qui, dans l'évolution aussi, bien sûr, des techniques théâtrales, puisqu'au début, bien sûr, vous le savez, les techniques théâtrales étaient très rudimentaires. Avec Euripide, les techniques théâtrales vont être bien poussées, bien avancées, et parfois ce sera trop spectaculaire. Cela va parfois tellement rabrouer le public que Euripide va devoir s'exiler. En quelque sorte, il va trouver tellement peu de succès à Athènes qu'il va décider d'aller en Macédoine, où il va finalement décéder. Ces trois poètes tragiques ont repris à peu près les mêmes thèmes, les mêmes personnages, les mêmes intrigues, mais ils n'ont pas du tout traité les phénomènes de la même manière. Ainsi, comme je vous l'ai dit, Eschyle est un esprit très religieux et Euripide est extraordinairement critique par rapport à ces divinités, mais aussi par rapport aux grands héros ou aux grandes figures qui étaient unanimement appréciées, mais dont Euripide a parfois montré le côté négatif, ou en tout cas le côté sombre. Du point de vue des poètes comiques maintenant, je me dois de citer Aristophane. Aristophane à qui on doit des pièces assez drôlatiques, assez critiques, assez burlesques. C'est presque l'ancêtre de la commedia dell'arte, avec notamment les guêpes, avec les nuées, où il va... les nuées, pardon, avec Lysistrata, qui va être repris pas mal de fois, l'Assemblée des femmes. Et donc ce poète-là va aussi commettre une pièce avec laquelle, pardon, je vous proposerai de commencer nos extraits, qui est la pièce qui s'intitule Les Grenouilles, et qui justement va un peu reprendre les poètes tragiques, pas tout à fait à leur avantage, il faut bien le dire, mais également un héros dont on aimait énormément se moquer, bien qu'il soit un peu l'incarnation
du courage, de la résistance, de la vaillance, finalement de la bravoure par rapport aux événements de la vie et aux tragédies surtout. C'est donc Héraclès ou Hercule qui, bien avant d'être le héros de ces films de chez Disney où on nous le présente comme une espèce de brute sans aucune intelligence, a été un vrai héros tragique qui va devenir, dans la poésie comique d'Aristophane, dans donc les Grenouilles, un personnage assez épatant. Il me reste, avant de vous lire quelques extraits, à vous présenter un peu le cadre géographique, spatial, disons, des représentations théâtrales. Celles-ci avaient bien sûr lieu dans des théâtres. Aujourd'hui, nos théâtres sont avec des places bien déterminées, avec une jauge, et encore plus en cette période-ci, extrêmement délimitée. À l'époque, tout le monde pouvait y insister. On pouvait accueillir des dizaines de milliers de spectateurs, parfois dans des concours qui duraient 3 jours ou 4 jours, quasiment sans interruption. Inutile de vous dire que ça pouvait très bien, très vite s'endormir, qu'on pouvait aller festoyer, manger, boire et qu'on revenait en étant un peu ivre et que cela ajoutait bien sûr au spectacle qui était aussi sur la scène. Encore que quand je vous parle de la scène, je vais être plus précis aussi, puisque ce que nous appelons scène, la skéné en grec, eh bien, était un espace assez réduit, un espace demi-circulaire, devant lequel il y avait un espace pour ce qu'on appelle le chœur étant une série de personnes qui au départ dansaient, chantaient, jouaient de la musique, et qui progressivement ont commenté ce qui se passait sur la scène, et parfois même, dans certaines pièces, ont dialogué avec soit le protagoniste, soit le deutéragoniste, donc deuxième acteur principal, soit le tritagoniste. Il est inutile de vous préciser que à l'époque, et le machisme des Grecs nous saute aux yeux de manière extraordinaire. Ceci dit, cette pratique a été perpétuée jusqu'au XVIIe siècle. Seuls les hommes jouaient même des rôles de femmes, ce qui pouvait parfois être un peu croquignolé quand on connaissait la stature, la carrure de certains hommes. Devant l'orchestra, eh bien donc les gradins se déroulaient, les gradins dans lesquels on voyait une répartition hiérarchique assez claire. Hein. Il y avait les plus riches qui étaient mis en évidence, plutôt à l'avant, mais ça pouvait très bien être dans une loge sur les côtés supérieurs. Et tout au-dessus, tout au-dessus, c'était en effet les esclaves, les gens moins importants, et donc malheureusement aussi, merci le machisme des Grecs, les femmes. Et peut-être les enfants. On n'en est pas vraiment sûr. On sait par certaines allusions que les enfants pouvaient assister au spectacle, mais évidemment, les enfants n'étaient pas forcément autorisés, surtout que la violence ou la vulgarité extrême pouvait parfois, disaient les Grecs, mal les orienter. Un mot tout de même avant de passer à quelques figures. Un mot donc sur les Romains. Les Romains, on pourrait résumer la situation en disant « Ah, mais finalement, ils se sont beaucoup inspirés de ce que les Grecs ont fait ». C'est en partie vrai, puisque les tragédies romaines, Tragoedia, par exemple, Palliata, ou les Tragoedia Togata, sont assez proches. Elles sont inspirées pour les Tragoedia Palliata de ce que les Grecs faisaient avant, ce qui veut dire que les grands auteurs tragiques romains, dans des comédies d'ailleurs qu'on a souvent un peu accusées d'être très grandiloquentes, très bavardes, eh bien, ces auteurs ont repris pour la plus grande part des épisodes de la mythologie grecque. Bien évidemment, certains personnages, auteurs de tragédies romaines, vont reprendre des épisodes peut-être de l'histoire romaine. On pense à l'Octavie, par exemple, qui racontait tout ce qui était autour d'Agrippine, Octave, de Britannicus aussi. Et donc, dans les auteurs de théâtre romain, le premier auteur vraiment de comédie, c'est donc Plaute, Titus Marcius Plautus, pour son nom complet, dont on a essentiellement retenu l'Aulularia, qui a donné l'avare en français, et qui a vraiment servi de base pour une série de pièces sur le thème très clair
de l'avare, ce radin qui ne veut prêter de l'argent à personne, qui a une marmite qui est cachée, hein, c'est la cassette chez Arpagon, mais chez ce personnage absolument détestable, c'est une marmite qui est cachée dans son jardin. C'est certainement l'histoire et l'adaptation notamment faite par Louis de Funès il y a maintenant presque 40 ans. Et à côté de ce plot et de cette pièce là au Loularia, il y a bien sûr Amphitryon, avec un épisode mythologique qui préside à la naissance d'Héraclès ou d'Hercule, avec Jupiter alors qui décide de prendre les traits d'un roi qui est parti à la guerre, et ce roi va revenir assez rapidement avec là aussi des jeux d'ombre et des personnages qui vont se rencontrer et qui, comme le titre ne laisse pas entendre, vont se croiser et tout à fait étonnamment, ces personnages se ressemblent. Ce qui a donné par exemple le mot sosie, puisque sosie est l'un des personnages de la pièce, sosie étant l'esclave d'Amphitryon, le roi en question, qui va être reproduit tel quel, absolument trait pour trait par Mercure, qui vient avec Jupiter, pour que Jupiter puisse en effet draguer une mortelle, la femme du fameux Amphitryon, qui était donc parti à la guerre, laissant sa femme toute seule. Tout cela pour aborder la question aussi des conditions tout à fait étonnantes de la naissance d'Hercule. Autre poète comique que nous avons dans la comédie romaine, il s'agit de Ménandre, qui est un peu l'ancêtre d'une comédie à la française, assez bavarde, un peu bourgeoise. Ce n'est pas extrêmement drôle, il faut bien l'avouer, en tout cas à mes yeux, hein, je le précise tout de suite. Et donc Ménandre va laisser moins de traces, peut-être sauf chez les auteurs baroques, classiques aussi, un peu romantiques, qui aiment bien les belles histoires d'amour, qui sont assez sobres, et qui aussi étaient très moralisatrices. À côté de ces poètes comiques, des poètes tragiques romains, parmi lesquels Sénèque, qui était par ailleurs philosophe et qui a repris là aussi une série de tragédies grecques qu'il a adaptées et qu'il a moralisées, auxquelles il a donné finalement une apparence que c'est très moralisatrice, très jugeante, avec beaucoup de formules, d'expressions, d'avis sur comment la vie doit être menée pour qu'elle soit un modèle, un exemple pour les personnes autour. Ce bref mot donc pour les Romains. J'ajouterais que le premier poète romain était Livius Andronicus, poète tragique par ailleurs, et Ennius qui a commis un truc absolument épatant, qui est une pièce, ou un grand poème en tout cas, qui consistait à raconter les grands événements de la vie de Rome, de l'histoire de Rome, depuis sa fondation, jusqu'à l'époque d'Ennius, qui a vécu vers le 3e, 2e siècle avant notre ère. Et on n'a pas beaucoup gardé de traces de cela. Mais il y a une espèce de souffle épique qui, d'ailleurs, on va le remarquer en quelques instants, se revoit aussi dans les œuvres tragiques grecques, ce souffle épique, ces aventures qui sont vécues par les héros, par les dieux, ces valeurs qui vont être défendues. C'est vraiment ce fond épique qui devait simplement être rendu public à un plus grand nombre. Pour malheureusement déjà conclure ces interventions, il faut quand même évoquer la manière dont les mythes sont relus, réinventés, réinterprétés à la lumière de l'époque. On l'a déjà dit, je l'ai dit il y a quelques minutes, l'époque finalement la plus intéressante finalement pour le théâtre et pour une série d'arts aussi, pour la philosophie, pour le développement de la science, pour les réflexions sur la condition humaine, eh bien, c'est le 5e siècle qui aussi a été appelé siècle de Périclès, qui était le nom d'un grand stratège athénien. À cette époque, donc, la confrontation avec une série d'autres thématiques, avec une série d'autres réalités, avec une série d'autres peuples qui vivent des quotidiens absolument variés et différents, la
va pousser une certaine interrogation. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Quelle est la vocation finalement de l'hégémonie d'une seule cité? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt être unis? Quels sont les dangers qui nous menacent? Ainsi, on va en voir des reflets dans la tragédie et la comédie grecque, et dans une moindre mesure, bien plus tard, lorsqu'on parlera de certains auteurs romains, il y aura aussi de grosses interrogations sur la condition humaine. On a vraiment l'impression que quelque chose qui les tarabuste, qui les passionne, qui les fascine, voire qui les inquiète. Pour les Grecs, comme il s'agit de justifier d'une part l'hégémonie d'Athènes, d'expliquer pourquoi elle est hégémonique, la pièce Les Pères est assez intéressante, puisque comme je vous l'ai dit, elle a été réalisée, mise sur pied et donc représentée, et on dit même qu'elle était à nouveau jouée après quelques années pour booster les gens, parce qu'il fallait vraiment encourager les Athéniens, leur prouver quelle était leur qualité, quelle était leur excellence, finalement leur compétence, pourquoi ils avaient réussi contre les Perses. C'était une manière d'encourager, mais aussi de mettre en garde, puisque par le prisme des Perses, il s'agissait de dire, regardez à quoi peut mener finalement une volonté de toute puissance qui finalement se heurterait à de la résistance, à de la force, à des armées peut-être mieux organisées, face à des personnalités peut-être mieux armées, ce qui devait être un garde-fou, quelque chose qui devait absolument encourager à faire attention. Les tragédies d'une manière générale, d'ailleurs, sont un rappel par effet de ricochet, vous voyez, un peu avec ces personnages qui sont dépeints de manière parfois absolument terrifiante, avec des passions qui les dominent, avec des problèmes qu'ils connaissent et qu'ils n'arrivent pas à régler parce qu'ils sont souvent le jouet des dieux. Et souvent, les dieux jouent un rôle assez perturbant. Dans les pièces d'Eschyle, on voit bien que les dieux sont encore très présents, mais dans l'œuvre de Sophocle, on a un conflit. J'en veux pour preuve, par exemple, la pièce Antigone de Sophocle, qui est une pièce absolument essentielle, qui était reprise extrêmement souvent, notamment par Jean Anouilh, qui l'a fait jouer durant la Seconde Guerre mondiale, pendant cette période de la collaboration, de l'occupation, qui était une période très troublée. Eh bien, cette pièce, Antigone, voit finalement la lutte entre l'ancien monde et le nouveau monde, entre les règles religieuses, entre la morale religieuse, qui est une morale de respect, qui est une morale d'écoute de l'autre, une morale d'altruisme, et la morale légaliste, c'est-à-dire la loi qui décide ce qui est bien ou mal, sans forcément de référence à une autorité transcendante. Et ça, c'est vraiment un débat de société qui agitait beaucoup à l'époque, puisque la philosophie se développait, puisque les philosophes donnaient leur avis, puisqu'il y avait ce qu'on appelait aussi des grands personnages qui étaient les sophistes, qui remettaient en question toutes les valeurs. On parle bien sûr de Socrate qui va apparaître notamment dans les nuées d'Aristophane, mais dans un autre rôle. Enfin, il y a quand même une réflexion sur la cité. Alors donc, ces tragédies, souvent, c'est pas une tragédie avec des personnages historiques. C'est en tout cas pas avec des personnages qui sont peut-être dans l'histoire récente ou l'histoire actuelle. C'est en tout cas des réflexions par ricochet, par jeu de miroir. Regardez ces personnages, regardez comment ils se comportent, comment ils se laissent dominer par leur passion, comme ils ont des problèmes à gérer leurs propres sentiments, leurs réactions, leur entourage, leur famille, comme ils arrivent assez difficilement à calmer leurs excès. Ah, le mot central pour les tragédies, comme pour les comédies, est le mot excès. En grec, ce mot se dit hubris, H-U-B-R-I-S. On pense bien sûr au mot hybride, qui est en lien avec le mot hubris. Et de manière générale, la hubris qui était valorisée, qui est indiquée dans les tragédies, était vraiment un contre-exemple. Ne suivez pas l'excès de l'orgueil, ne suivez pas l'excès de l'amour, ne suivez pas l'excès de la colère, ne suivez pas l'excès de la haine, de la vengeance, etc. Ne suivez pas la haine de la puissance. Ne suivez pas l'excès de la puissance. Faites en sorte que cette puissance, vous sachiez la mesurer. Ça, c'est tout à fait en lien avec ce qu'Aristote, quelques années plus tard, va définir avec la aurea mediocritas, le juste milieu,
c'est-à-dire cette mesure en toute chose qui était si compliquée, surtout pour Athènes dans cette période hégémonique. L'hégémonie indiquait bien qu'il n'y avait pas de mesure, puisque l'hégémonie tendait à s'accroître. Ça, c'est pour la tragédie. On en voit des exemples, bien sûr, donc je l'ai dit avec Antigone de Sophocle. On voit bien sûr l'exemple avec Médée, qui est cette princesse qui va être séduite par Jason, qui va se faire complètement avoir par lui, qui va se faire emmener, qui va perdre sa nationalité en quelque sorte puisqu'elle quitte son pays en ayant tué son frère, par amour pour Jason toujours. Hein, vous savez que c'est l'histoire à Lyon avec la toison d'or. Donc là, c'est l'excès de la vengeance, puisqu'elle va se venger, mais cet excès de vengeance va se heurter à ses instincts de mère, à ce qu'elle pense dans son cœur. Donc là, il y aura un conflit qui était aussi un conflit qui agitait les philosophes, qui était qu'est-ce qu'on doit privilégier? Est-ce que c'est l'instinct maternel, les relations familiales, ou bien sa propre destinée à soi, en ne prenant pas compte du collectif? Hubris également visible dans les bacchantes, en fait, bacchantes qui sont aussi une œuvre d'Euripide. Cette œuvre va voir l'excès de vengeance de Dionysos lui-même, puisque dans les bacchantes, le cœur dont je vous ai parlé tout à l'heure était constitué de bacchantes, c'est-à-dire ces personnes qui étaient des orantes, des priantes, des adorantes de Dionysos, et qui, comme je l'ai dit aussi, sont un petit peu sur une vision éthylique. Hein. C'est des personnes qui avaient certainement beaucoup absorbé de vin et qui n'ont plus du tout leur repère correct et qui vont en venir à tuer le roi du lieu où Dionysos venait d'accoster parce que ce dieu avait d'une part refusé que Dionysos arrive, mais en plus, ce roi avait voulu voir ce qui se passait dans ces cérémonies secrètes. Excès de curiosité, excès de vengeance, là aussi, dans ces œuvres. Et pour les comédies, allez-vous me dire, eh bien, pour les comédies, on peut dire que les excès, le hubris, étaient montrés de manière plus burlesque, mais aussi plus réfléchie. Je m'explique. D'abord, les personnages dans ces pièces sont ridicules. Souvent, ils sont ridicules, ils ont des réactions qui sont vulgaires, ils peuvent avoir des mots qui sont très osés, mais on voit aussi des personnages mythologiques qui sont repris dans des thèmes plus contemporains, ne serait-ce que pour s'en moquer. Ainsi, j'en ai parlé tout à l'heure, les grenouilles d'Aristophane, qui qui ont été jouées vers les années 430, vont voir le personnage, pardon, ça se passe en 406, vous allez tout de suite comprendre pourquoi, puisque c'est au moment de la mort et de Sophocle et d'Euripide, et Athènes perd ses poètes tragiques. On va charger quelqu'un d'aller les chercher, parce qu'on a besoin d'avoir un poète tragique pour rebooster les troupes, pour rebooster Athènes, qui était à l'époque en prise aux guerres qu'on appelle du Péloponnèse contre sa rivale légendaire et importante Sparte. Qui va donc charger? Héraclès. Héraclès va devoir aller rechercher dans le monde des morts, va traverser le Styx, et les grenouilles sont ces personnages qui étaient dans le Styx et qui vont se faire un malin plaisir dans un ballet ridicule et médiocre d'humilier Héraclès, qui, suivant le rythme de leur coassement, va faire en sorte que la barque qu'il devait faire avancer, il la fait reculer. Et il doit donc gueuler dans un sens contraire pour arriver à avancer et ensuite aller chercher l'un des deux poètes tragiques après une scène absurde où il va demander à l'un et à l'autre des poètes, en effet Sophocle et Euripide, de se défendre, de présenter qui ils sont. Dans les oiseaux d'Aristophane également, eh bien, il y aura une interrogation sur quel avenir pour la cité. Quelles sont les valeurs qui la sous-tendent? On est là aussi proche de la guerre du Péloponnèse avec des conditions de vie qui ne sont pas bonnes, avec des tyrannies qui s'approchent. Les personnages sont des oiseaux, le cœur est formé d'oiseaux, et c'est un personnage d'Athènes qui décide d'aller fonder une cité dans les nuages et qui va se heurter à la dureté et à la rigidité des législations qu'il faut mettre en place, mais aussi à tous les piques-assiettes qui vont se retrouver dans sa cité idéale qui ne fait bien sûr pas oublier les utopies qui sont des cités idéales
dans le cas de cités ou de situations qui sont relativement désespérées. Dans ces comédies, je vous ai donc dit qu'il y avait une réflexion sur le monde qui entoure, parce qu'à chaque fois, le thème de la pièce euh, entraîne, même s'il n'y a pas un lien direct, va entraîner une réflexion dans ce qu'on appelle un agone, entre deux positions tout à fait inverses. Le bon et le mal, la bonne éducation et la mauvaise éducation, sur le thème de l'amour, sur le thème du mariage. Et c'est quelque chose qui est un peu ce qu'on pourrait appeler la revue des chansonniers aujourd'hui, c'est-à-dire la réflexion sur le monde qui entoure, qui n'est pas forcément en lien avec la pièce, mais qui est amenée quand même par un des personnages. Voilà, je dois malheureusement déjà arrêter cette intervention. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne soirée. Que chacun maintenant s'avance hardiment dans les retraites fleuries de nos prés, du pied frappant la terre, décochant la raillerie, le mot plaisant, la satire. En avant, chante de tout cœur, exalte par ta voix, Soteira, qui promet d'assurer à jamais le salut malgré le mauvais vouloir de Tauricion. Chantez à présent un autre genre d'hymne à la reine des récoltes, à la divine Déméter. Que vos hommages éclatent en merveilleuses mélodies.